Bonjour, mesdames et messieurs. Je suis heureux de me joindre à vous à l'occasion du mois de la sensibilisation à la santé du cerveau, une occasion de souligner l'importance de protéger et d'entretenir cet organe. Je m'appelle Melissa Russo, je suis la principale et modératrice de la conversation d'aujourd'hui. Donc, j'ai le plaisir de vous accueillir pour une discussion qui me tient à cœur sur les femmes, santé cérébrale et troubles neurocognitifs. Avant de commencer, j'aimerais partager avec vous quelques statistiques clés qui soulignent l'importance de ce sujet. D'ici 2050, on estime que plus de 1,7 million de personnes au Canada seront atteintes de démence, de troubles neurocognitifs et qu'environ 60% d'entre elles seront des femmes. Donc, la recherche montre que dans les pays à revenus élevés, les femmes sont plus touchées par les troubles neurocognitifs que les hommes. Euh, et par exemple, au Canada, le nombre de femmes atteintes de troubles neurocognitifs devrait dépasser celui des hommes dans une proportion de près de 2 pour 1. L'âge étant un facteur de risque important pour les troubles neurocognitifs, les chercheurs pensaient auparavant que les différences de troubles neurocognitifs étaient principalement dues au fait que les femmes vivaient plus longtemps, mais la science découvre aujourd'hui d'autres aspects de la santé. Bon, par exemple, nous savons que le sexe peut avoir un impact. Les, les facteurs de risque de troubles neurocognitifs qui peuvent se présenter sous la forme d'un moindre accès à l'éducation ou d'un stress répété relié au sexisme ou autres raisons. Mais la façon dont les symptômes sont exprimés, les femmes, par exemple, peuvent présenter davantage de symptômes de précision que les hommes. Nous savons également que le sujet de recherche sur la santé cérébrale étant généralement des hommes, il n'est pas sûr si les thérapies et traitements actuels sont aussi efficaces pour les femmes. Et bien sûr, nous savons qu'en ce qui concerne les femmes transgenres, les recherches sur la santé cérébrale et les troubles neurocognitifs sont encore moins nombreuses que pour les femmes cis. Telles sont quelques-unes des réalités. Je pense qu'il est très important de préciser que bien que cette conversation soit centrée sur les femmes, nous reconnaissons et admettons que ce sujet va au-delà du genre binaire et qu'il existe des considérations spéciales pour les individus à travers le spectre des femmes, des filles, des hommes, des garçons et des personnes de genre divers qui répondent à leurs besoins spécifiques et uniques. Cette conférence est présentée par la Société Alzheimer du Canada en partenariat avec Brain Canada. Pour en savoir plus sur nos deux organisations, consultez le clavardage, le chat. Alors, avant de souhaiter la bienvenue à nos panélistes, je voudrais souligner quelques points d'ordre administratif. Cette session est proposée en anglais et en français. Pour sélectionner une langue, veuillez cliquer sur le bouton Interprétation dans votre panneau de contrôle Zoom et choisissez ensuite la langue de votre choix. Vous remarquerez également que des questions de sondage apparaîtront occasionnellement sur votre écran tout au long de la session. Vos réponses nous aideront à comprendre si nous répondons à vos besoins. Et alors, n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires. Vous remarquerez que cette conférence est enregistrée et qu'elle sera disponible sur le site Internet de la Société Alzheimer et sur la chaîne YouTube la semaine prochaine. Enfin, il s'agit d'une conversation. Le chat est ouvert et modéré pour favoriser les échanges avec le public. Et toutefois, si vous avez des questions à poser à notre panel, veuillez les envoyer par le biais de la fonction questions-réponses de votre panneau de contrôle. Nous ferons notre mieux pour répondre à vos questions aujourd'hui et celles qui ne seront pas traitées dans l'heure seront traitées par courrier électronique dans les jours à venir. Alors, si vous voulez recevoir une réponse à vos questions que nous n'avons pas eu le temps aujourd'hui, eh bien, voici simplement nous donner vos points de contact avec votre question. Alors, je tiens à souligner que les bureaux de la Brain Canada Foundation sont situés sur le territoire traditionnel ancestral et non cédé des Kananyaga du peuple et un endroit qui a longtemps servi de lieu de rencontre et d'échange entre les nations. Nous honorons donc et respectons les anciens, les actuels et les nouveaux et nous nous engageons à aller de l'avant dans un esprit de partenariat, de collaboration et de réconciliation. Dans notre travail, nous nous concentrons sur nos efforts pour les appels à l'action 19 à 24 de la Commission Vérité et Réconciliation qui concerne l'amélioration de la santé des populations autochtones et sur le numéro 57 qui vise à faire progresser nos propres apprentissages sur les questions autochtones. Alors,
Notre équipe partage en ce moment même un lien vers tous les appels à l'action dans le chat. Et j'aimerais aussi souligner les efforts déployés par Brain Canada dans le cadre des conversations cliniques sur la recherche sur le cerveau lié au sexe, genre, sur l'équité, la diversité et inclusion. Je vous invite à consulter le plan d'action SGBA+, et de Brain Canada. Vous trouverez le lien ici. J'ai donc plaisir et l'honneur de vous présenter les panélistes qui se joindront à nous aujourd'hui, qui offre toutes des perspectives différentes et fascinantes sur le sujet d'aujourd'hui. Alors, permettez-moi tout d'abord de souhaiter la bienvenue à Angela Cox, qui est la fille de Sonia Elizabeth Cox, ainsi qui est aussi aidante et militante. Sa mère vit actuellement avec une forme précoce d'Alzheimer, diagnostiquée il y a environ 6 ans et qui réside actuellement dans une maison de retraite. Angelita est la principale aidante de sa mère de 3 enfants, épouse, collègue, propriétaire d'entreprise. Elle fait également du bénévolat pour la Société Alzheimer du Canada, par exemple en tant que membre du groupe de travail de la communauté noire sur le projet de ligne directrice nationale et sur les troubles neurocognitifs et pour d'autres organisations ainsi, afin de s'assurer que d'autres personnes ou des familles qui sont sur le chemin de la maladie d'Alzheimer soient équipées et soutenues de la manière qui répond le mieux à leurs besoins. Merci de vous être joint à nous aujourd'hui, Angelita. J'aimerais ensuite vous présenter Lynn Poslin, fondatrice, présidente et directrice générale de la Women's Brain Health Initiative. Depuis que cette initiative a été lancée au Canada et aux États-Unis en 2012, elle a vraiment fait des progrès dans la sensibilisation aux inégalités dans la recherche sur le vieillissement et les femmes. L'initiative se concentre sur le financement de cette recherche et sur la création de programmes éducatifs préventifs convaincants, fondés sur des données probantes, afin que le public comprenne mieux les meilleurs moyens de prolonger sa vitalité cognitive. Le docteur Shafina Premji, médecin de famille, membre du conseil consultatif de la Fondation canadienne de la ménopause, est également, pardon, euh, était aussi directrice de la Mahogany Medical Clinic et de Village Medical à Calgary, où elle offre des soins prénataux, des consultations sur la santé. Euh, Et elle est aussi fondatrice d'une autre clinique qui s'appelle Milestone Calgary, où elle offre donc des soins prénataux, consultations sur la santé des femmes, etc. Elle aide souvent ses patientes à préserver la santé de leur cerveau pendant la périménopause, la ménopause et plus encore. Alors, nous souhaitons la bienvenue à tous nos panélistes ainsi qu'à tous les participants. Je commencerai par quelques questions. La première est, selon vous, qu'est-ce que les Canadiens devraient savoir sur les femmes, la santé du cerveau et les troubles neurocognitifs? Angelita, à vous de nous lancer sur cette discussion. Eh bien, pour commencer, je crois que le Canada devrait comprendre que, en ce qui a trait aux femmes, et là, je ne parle que du point de vue d'une personne aidante et dont j'ai une expérience directe en prenant soin de ma mère et de mon propre cheminement, que tout le monde comprenne à quel point tous les éléments des troubles neurocognitifs sont reliés aux problèmes auxquels font face les femmes. Donc, cette image que nous avons, c'est qu'une personne qui a des troubles neurocognitifs peut représenter une image bien différente dépendant de la personne. Il y a des facteurs d'âge, d'arrière-fond socio-économique, tout le style de vie est différent, de santé. Alors, et cela a un impact sur la santé cérébrale et aussi comment son cheminement se poursuit dans les troubles neurocognitifs. En ce qui a trait à ma mère, elle avait 61 ans quand elle a été diagnostiquée. Je pensais que c'était une personne en santé, mais je peux voir maintenant qu'il y avait des facteurs sous-jacents qui ont joué dans son diagnostic et qui maintenant influencent son cheminement. Alors pour moi, j'aimerais que tout le monde considère les troubles neurocognitifs comme étant un cheminement unique. Il n'y a pas deux personnes qui sont sur le même trajet et il y a différents facteurs qui y contribuent. Alors que ce soit les conditions de santé existantes, que la personne ait le diabète ou une hypertension ou d'autres facteurs de santé, son positionnement socio-économique, elle ait accès à un diagnostic précoce, à un traitement si possible. Donc, ce n'est pas. C'est un nom qui peut être appliqué ou une maladie qui peut être appliquée également à toute personne. C'est
un concept très dynamique en termes de troubles neurocognitifs et de la santé de la femme. Et aussi que les gens comprennent qu'il y a de l'espoir dans ce cheminement, dans ce développement suite à ce diagnostic et le traitement, et dépendamment aussi du style de vie. Ce n'est pas une peine qui est appliquée, mais c'est simplement une façon d'approcher ce cheminement. Alors, merci beaucoup, Angelita. J'aime beaucoup ce message d'espoir que vous partagez et je crois que cela ouvre bien notre conversation et donne le ton de façon inspirante sur cette conversation. Docteur Premji, y a-t-il autre chose que vous aimeriez ajouter? Bien, je viens du point de docteur en soins primaires, du moment où un bébé est né jusqu'à le moment où il décède. Alors, je vois des femmes, trois différents stages importants de leur vie, d'abord la puberté, et puis la grossesse et postpartum, et puis la préménopause et la ménopause. Ce sont là trois moments dans la vie d'une femme où il y a des changements importants dans les niveaux d'hormones qui contribuent directement à plusieurs de ces symptômes et qualité de vie, changement de qualité de vie pour cette personne. Alors, pour la santé mentale, bien des femmes qui entrent en ménopause, en fait, ma patiente hier même m'a dit, je crois que je deviens folle parce que la périménopause est un moment dans la vie d'une femme où ses niveaux d'estrogène commencent à être très erratiques et cela amène en soi des problèmes de santé mentale, de sommeil, d'état d'humeur, de dépression et de fonctionnement cognitif. Ce que je vois souvent dans ma pratique, c'est que les femmes qui sont en périménopause, et ça, selon l'année où la femme se trouve dans ses règles. Donc, cela veut dire que 12 mois sans avoir eu ses règles, c'est la période dans laquelle cette personne entre. Avant cela, c'était la périménopause et cela peut durer jusqu'à 10 ans. C'est bien longtemps pour souffrir pour une femme qui essaye de mener sa famille et qui est probablement aussi au sommet de sa carrière. Alors, quand il s'agit du brouillard cérébral et des changements au milieu de la vie d'une femme en ménopause, périménopause, quand ces femmes commencent à remarquer des choses comme d'oublier des choses, d'oublier des noms, elles se demandent si cela va être un précurseur aux troubles neurocognitifs. Chaque femme, si elle peut vivre suffisamment longtemps, passera à travers la ménopause, mais ce n'est pas tout le monde qui développera les troubles neurocognitifs, seulement 20% d'entre elles. Donc, il doit y avoir beaucoup d'éducation dans nos systèmes de soins de santé entre les patients et leurs prodigueurs de soins pour aider les femmes à comprendre où elles sont à risque en Alberta et à travers le pays. Lorsque vous allez voir votre docteur de famille, vous y allez pour annuellement à partir de l'âge de 50 ans. Nous n'avons pas de, des évaluations, des outils d'évaluation, un plan d'évaluation hein, lorsque vous allez voir votre docteur. Et donc, il y a donc des femmes qui sont en périménopause quand elles rencontrent leur docteur et elles peuvent parler de leurs inquiétudes, mais aussi ça a permis aux médecins de famille à parler aux patients des changements de le style de vie qu'elle pourrait faire pour mitiger ses inquiétudes. Angela a parlé d'une fait que beaucoup de facteurs de vie peuvent être modifiés par un changement de style de vie. Ce serait là ma réponse à cette question. Merci beaucoup, Dr. Sanji. Premji, pardon. Lynn, est-ce que vous auriez quelque chose à ajouter à ce sujet euh, qui pourrait aider les femmes face aux troubles neurocognitifs? Ben, écoutez, vraiment, ça m'a fait peur d'apprendre que 70% des femmes souffrent à un moment donné de certains troubles neurocognitifs. Et ce genre de recherche et cette inégalité vraiment me parle beaucoup. Donc, il faut niveler le terrain de jeu. Si les gens font qu'étudier les hommes et appliquer la recherche aux femmes, hein,
et c'est le cas dans les maladies d'Alzheimer et troubles neurocognitifs. C'était le cas pour moi. Je voulais m'assurer que quelqu'un étudie mon cerveau, le cerveau des femmes, s'il y a des facteurs de grossesse, de ménopause, de cancer ovarien. Bon, bien sûr, là, ils vont regarder selon le sexe de la personne. Mais il est important, et ça coûte cher de faire de la recherche. Alors, l'idée était de se concentrer sur un rat masculin et de transformer ça, de transplanter ça au rat féminin. Alors, parce que ça aurait pris 2 fois plus de rats pour faire les études sur les deux sexes en même temps. Alors, il ne regarde pas de différence donc entre le cerveau masculin et féminin à ce niveau-là. Mais à un autre niveau, c'est différent. Dans le cas d'Alzheimer, c'est une maladie du milieu de vie et les symptômes se présentent un peu plus tard. Et souvent, l'image est celle d'une personne âgée dans une chaise roulante, mais c'est quelqu'un qui est déjà très avancé dans la maladie. Les symptômes peuvent se présenter 20 à 25 ans avant que la maladie n'ait commencé à se développer. On va en parler bien dans quelques instants, mais le plus tôt on commence à regarder son style de vie, c'est le style de vie et le plus grand facteur qui peut affecter le déclenchement et le déroulement de cette maladie, et cela aidera rendu à 70 et 80 ans. Merci beaucoup d'avoir partagé cela, Len. En fait, j'ai entendu dire que une fois que vous avez rencontré quelqu'un qui a un problème cérébral, vous n'avez rencontré qu'une personne avec une telle maladie. Alors, cela souligne le fait que nous sommes tous sur des cheminements uniques et différents avec des conditions tellement différentes et que tout cela doit être pris en considération pour que nos besoins soient euh, qu'on s'occupe de nos besoins quoi, et qu'on voit à notre état de santé. Alors, Angelita, vu que vous avez beaucoup d'expérience personnelle et d'expertise dans ce domaine, y a-t-il quelque chose en particulier que les gens devraient savoir quant à qu'est-ce que c'est que de vivre une telle maladie dans sa famille ou ce que, dans votre expérience, vous auriez aimé que le public soit plus conscient? De quels éléments? Alors, ben, tout d'abord, s'il y a trait au diagnostic, le premier diagnostic. Quand ma mère a été diagnostiquée, ça a été une surprise. Avant, j'avais une idée préconçue de qu'est-ce que c'était les maladies ou les troubles neurocognitifs, mais les symptômes de ces troubles étaient différents pour ma mère parce que c'était présenté non pas par l'oubli, mais par perte de sens de direction, incapacité à se rappeler des choses, des tâches quotidiennes. Ça s'est présenté comme cela. Sa routine a été déraillée. Alors, c'est ce que j'ai remarqué tout d'abord avec ma mère. Si je savais au début à quels symptômes m'attacher, quoi chercher pour mieux comprendre, j'aurais pu faire des changements de style de vie plus tôt et en famille, on aurait pu l'aider. Alors, je crois que selon mon expérience, j'aurais aimé savoir ou regarder pour pouvoir déceler et mieux comprendre les symptômes. Oui, nous allons aller voir nos médecins de famille, avoir cette conversation, mais là, il faut aller voir un spécialiste et l'impliquer, hein, et effectuer plus de tests. Mais aussi en termes de médicaments, que pouvons-nous faire et à quelle étape de la maladie? Alors, pour nous, là, d'identifier les symptômes et de savoir ça, c'est un trouble cognitif et à partir de là, savoir quoi en faire. Une fois que nous avions toutes ces informations, ça aurait été important. Aussi de créer un plan. Hein, c'était un enjeu pour nous en tant que famille parce que nous n'avions pas les ressources vraiment. C'est seulement quand on s'est tourné vers la Société d'Alzheimer que nous avons réalisé qu'il y a des connaissances qui nous auraient été utiles. Alors donc, le cheminement de notre famille et de d'autres familles ne serait peut-être pas les mêmes. Alors de comprendre les besoins de ma mère, c'était important. On cherchait des échéanciers, des jalons pour mieux comprendre le développement de la maladie. Et, hein, il n'y a pas vraiment
d'échéancier ou de ligne de temps hein, dans le développement de la maladie qui soit le même pour tout le monde. Alors, d'être prêt et prête à l'imprévisible. Hein. C'est ce qu'il nous fallait accepter comme famille parce que en sachant qu'à ce point-ci, ma mère pourrait avoir certains symptômes et puis quelques semaines plus tard, ça aurait pu être quelque chose d'autre. Et puis d'accepter l'idée que nous n'aurons pas toutes les réponses immédiatement, mais de savoir qu'il y a une source vers laquelle on peut se tourner pour être guidé dans cela. Alors, si quelqu'un est sur ce cheminement, la première chose que j'aimerais leur dire, c'est de rester ouvert et d'être prêt à l'inconnu. Vous ne serez peut-être jamais prêt pour ce qui s'en vient, mais quand il s'agit de choses qui se présentent sur ce cheminement dans les soins des dents ou de soignants, c'est une expérience qui change d'un instant à l'autre. Merci beaucoup de partager cela. Je crois que c'est vraiment important et de grande valeur comme message. Et je vais passer à la deuxième question d'abord en reconnaissant que nous n'avons qu'une heure pour cette discussion. Je crois que on peut tout être d'accord qu'il y a beaucoup de choses à dire. Alors, je vais passer donc à la prochaine question. Mais certainement qu'il y aura du temps à la fin pour répondre aux questions du public et peut-être de continuer notre conversation si le temps le permet. Alors, deuxième question. Qu'est-ce qui, dans votre expérience ou votre travail récemment, vous a surpris au sujet des femmes de la santé cérébrale et des troubles neurocognitifs? Docteur Premji, oui, si vous voulez activer votre micro? Oui, merci. C'est bon. Alors, quand on parle parce que, bon, moi, je viens du point de vue, ayant vu des femmes en périménopause et en ménopause. Alors, le brouillard cérébral, les changements hormonaux, ce ne sont que certains symptômes qui se présentent. Mais j'aimerais que le public sache qu'il y a en fait une corrélation directe entre les sueurs chaudes et que les femmes vivent et d'autres symptômes de ménopause. Alors, si une femme transpire la nuit et a des bouffées de chaleur le jour, c'est un symptôme. Si une femme ne dort pas bien, elle sera plus irritable pendant la journée et elle ne pourra peut-être pas très bien manger aussi. Il y a une corrélation entre ces chaleurs chaudes, perturbations de sommeil, changement d'humeur et changement cognitif. Quand on regarde les études et les données, on parle de changement cognitif spécifiquement et de mémoire verbale. Alors, l'oubli de choses simples, de mots, ouais, ou de se rappeler où on a mis ses clés, c'est ce qui inquiète les femmes. Et c'est là où elles pensent que cela pourrait mener à de plus sérieux troubles neurocognitifs. Mais quand on regarde les fonctions exécutives reliées à la mémoire également, ces symptômes ne sont pas affectés. Alors, je veux rassurer les femmes que même si elles ont plusieurs de ces symptômes en ménopause, périménopause, si l'on traite certains de leurs symptômes de ménopause, leur fonctionnement cérébral s'améliorera. C'est une condition transiente et qui peut être gérée. Alors, la Société internationale de ménopause a tous les ans un thème. Hein, et qui est la journée de la ménopause, c'est le 18 octobre de tous les ans. En 2022, on s'est concentré surtout sur le brouillard cérébral. Un docteur a présenté un document sur les femmes en ménopause et avec un certain brouillard cérébral. Il y a 5 ou 6 pages de format PDF que l'on peut PDF que l'on peut télécharger et la question étant, répondant à la question, est-ce que je suis à risque de troubles neurocognitifs ou d'Alzheimer et cela? Donc, c'est une source d'information en ligne parce qu'en tant que médecin de famille, nous n'avons pas nécessairement l'éducation, la connaissance pour s'occuper des femmes en termes de milieu de vie. Mais si l'on avait su les symptômes, par exemple, Angelita, si votre mère avait reçu cette information de son médecin de famille quand elle avait 40 ans, peut-être que ce symptôme aurait pu être mitigé et géré.
En tant que médecin de famille, nous ne sommes pas bien éduqués pour comment appuyer les femmes en ménopause et périménopause à cause d'une étude en 2002 qui a changé le trajet de la santé féminine au cours des 20 dernières années. Les femmes, donc, n'ont pas l'appui dont elles ont besoin pour gérer leur milieu de vie et après avoir vécu grossesse et naissance d'un enfant, jusqu'à l'âge de 50 ans, les femmes ne sont pas suivies par leur médecin de famille et tous ces signes de changement de vie qu'on aurait dû mettre en place plus tôt ne sont pas effectués. Alors, il faut vraiment aller voir son médecin et se représenter fortement, hein, pour pouvoir mieux gérer notre avenir. Est-ce qu'on est figé? Notre écran est-il figé? Oui, je crois que Mélissa a perdu son écran. Bien que quelqu'un d'autre pourrait donner son opinion sur cette question. Je crois que ce que Dr. Premji vient de dire est important quant à obtenir l'information très tôt. Si seulement j'avais connu la relation entre et sans manquer de respect à la vie privée et à votre histoire en termes des grossesses et des problèmes hormonaux et ces sueurs chaudes, de comprendre la corrélation entre tout cela, de réunir ces informations et armé de ces renseignements, dans mon cas et de ma mère, on aurait pu mieux se préparer pour l'inévitable. Alors oui, je suis tout à fait d'accord avec ce point-là. Je dois dire aussi que plusieurs de nos facteurs de risque de reproduction, une femme qui a une pression sanguine élevée pendant la grossesse, des problèmes à la naissance, un bébé, ou des syndromes ovariens, polycystiques, ou problèmes cardiovasculaires, que nous, en tant que femmes, après avoir donné naissance, et j'y reviens à ce point-là, parce que ce que je vois tous les jours dans ma pratique, on veut tellement être une bonne mère que notre santé et poussé de côté, hein, balayé sous le tapis. Et personne ne fait de suivi là, sur cet état de santé. Alors, qu'est-ce que cela veut dire pour les termes à long, les risques à long terme ou le problème de pression sanguine artérielle plus tard dans la vie? Alors, la corrélation directe entre notre âge de reproduction et ce qui va nous arriver plus tard en ménopause, périménopause, il y a un écart de soins à ce niveau-là. Alors, je m'excuse d'avoir perdu mon Internet pendant quelques secondes. J'espère que ça ne reproduira plus. Et merci, Angelita, d'avoir pris la relève et d'avoir continué cette conversation. Alors, je vais maintenant remettre le micro à Lynn pour répondre à la question sur, eh bien, qu'est-ce qui vous a surpris, selon votre expérience ou votre travail, sur les troubles neurocognitifs? Eh bien, de comprendre que même si vous avez un facteur à risque pour l'Alzheimer, ne veut pas dire que vous allez l'avoir. Par contre, si vous n'avez pas le gène, vous pouvez quand même avoir la maladie parce que c'est là le rôle du style de vie. Alors, c'est un facteur mitigeant, mais nous voulons donc pouvoir partager ce que les scientifiques nous disent en temps de gestion de notre propre santé. Il y a donc 6 facteurs de style de vie qui impactent de façon significative le risque de développer les troubles neurocognitifs. Mais vous pouvez réduire ces risques-là par votre style de vie. En tant qu'aidant, si vous ne vous occupez pas de votre propre santé, vous pouvez aussi tomber, euh, être atteint donc par ces troubles neurocognitifs. On peut ralentir la trajectoire cependant de cette maladie. D'abord, c'est l'exercice physique, plus d'oxygène au cerveau et ça renforce le système. Donc, d'avoir de l'exercice est important pour le cerveau. Deuxièmement, stimulation mentale. Il faut faire de l'exercice et exercer son cerveau comme un muscle. Et plus on apprend à des niveaux plus élevés d'éducation, etc. euh, donc, s'il y a une partie du cerveau qui peut être en déclin, une autre partie peut être stimulée et croître. La nutrition, hein, bon, s'assurer que de bien manger parce qu'on sait que le sang peut, certains éléments du sang peuvent passer par la paroi, la membrane
qui est relié au cerveau. Alors, il faut avoir mangé une bonne nutrition et avoir un bon sommeil. Activité sociale peut être différente, pas difficile pendant la COVID, mais de rester connecté pour réduire les risques de dépression et d'isolement. C'est important pour la santé cérébrale, pour dérouter les troubles neurocognitifs et aussi important, oui, l'exercice physique, stimulation mentale, activité sociale, sommeil, réduction de stress. Le stress vieillit les cellules de façon prématurée et le sommeil aide à les réparer. Alors, c'est important de partager ces informations. Une fois plus, j'ai mentionné plus tôt que nous avons des partenaires comme de Brain Canada, des revues de disponibles qui peuvent nous informer. Et une fois de plus, ces informations, elles sont faciles à accéder maintenant et à comprendre. Sinon, vous pouvez nous envoyer un courriel, on serait heureux d'y répondre. Mais nous avons aussi créé une application qui, grâce à un financement de l'Agence publique de santé publique du Canada, c'est un programme qui vous aide à faire un suivi de vos habitudes. C'est gratuit et il y a plusieurs indices aussi pour vous aider à vous impliquer dans ces piliers de santé mentale dont nous venons de parler. Et plus vous le faites, mieux c'est. Alors, bon, on peut dire, bon, j'ai ajouté telle ou telle chose à mon petit déjeuner, maintenant, il n'y a plus de problème. Non, non. C'est de s'impliquer dans de plusieurs petites habitudes. Alors, j'invite tout le monde à télécharger l'application parce que c'est gratuit. Mais si, bon, vous voulez savoir pourquoi on suggère de manger un arc-en-ciel de fruits en termes de couleur, pourquoi? Eh bien, il y a toute une section là qui explique la recherche derrière cela, donc la diversité de nos aliments. Et en comparant notre application, c'est assez unique parce que les données probantes sont incluses, la recherche scientifique est, est annoncée et présentée. Alors, je vous invite à le faire, hein. Et c'est vraiment important à faire. Et oui, c'est une application importante qui connaît beaucoup de succès. Les gens doivent comprendre les facteurs qui contribuent à certains de ces problèmes, mais il y a plusieurs organismes qui traitent de cela et les gens pourraient se renseigner. Alors aussi, si je veux ajouter une ressource, Dr. Lisa Mosconi, qui est scientifique à la ville de New York, mais provenant d'Italie, qui vient de publier son troisième livre intitulé The Menopause Brain, le cerveau ménopausal. Elle est brillante, en fait. Et l'information qu'elle nous fournit est excellente, non seulement pour le professionnel de la santé, mais pour des femmes au quotidien qui veulent comprendre la science derrière les changements qui sont sous-jacents au développement et aux changements hormonaux tout au long de la vie. Une excellente source pour les femmes. Donc, euh, elle- oui, ça s'appelle The Menopause Brain. Dr. Mackey aussi, on parle de langage. Enfin, les femmes peuvent avoir une mémoire verbale plus longtemps que les hommes. Alors, une fois, en termes de comprendre la recherche entre hommes et femmes, ce qu'elle disait est que si les femmes retiennent une mémoire verbale plus que les femmes, elles pourraient ne pas être diagnostiquées aussi rapidement que les hommes. Donc, ça, vous connaissez ce genre de test, vous avez une liste de mots, vous devez répéter un certain nombre. Les femmes ont une meilleure mémoire pour ce genre de test que les hommes, mais elles pourraient être plus avancées en Alzheimer ou en troubles neurocognitifs dans d'autres aspects. Alors, le docteur Maki a fait d'excellentes recherches sur le domaine de la santé féminine, la santé du cerveau. Oui, et sur ce domaine, pour les femmes qui ne savent pas quel est leur niveau de cholestérol, leur niveau de diabète ou de pression artérielle, nous avons aussi, si nous avons ces tests, ces résultats, ces facteurs connus assez tôt dans le développement, on peut établir des corrélations et appliquer différents soins. Merci, merci. C'est magnifique de pouvoir partager toutes ces ressources disponibles. Ça nous enrichit toutes. Et je crois que ça revient à ce que vous avez dit plus tôt, Angelita, sur l'importance de comprendre, de savoir et d'avoir cette information le plus tôt possible. Alors, Angelita,
Y a-t-il autre chose que vous pourriez partager avec nous? Quelque chose qui vous a surpris de votre expérience personnelle ou au travail? Ben, en termes de répéter ce que Dr. Pranji et Lynn ont dit, c'est surprenant, une fois de plus, selon ma propre expérience, hein, et la santé de ma mère, comment tout est relié, tout est corrélé et entrerelié. Et une fois de plus, ce qui est surprenant pour moi, c'est la recherche et comme si peu de recherche est faite spécifiquement sur les femmes et encore plus dans la communauté noire, dans mon propre expérience en parlant à des amis, on peut voir la corrélation directe avec surtout les femmes en termes de leur santé, leur style de vie, leur santé cérébrale et leur diagnostic éventuel. C'est très clair. Et je crois que nous, dans la communauté noire, nous avons certaines conditions qui sont peut-être un peu plus prévalente et je crois que c'est pour cela que dans notre communauté, nous avons aussi un facteur culturel où l'on ne parle pas de certaines choses. Parce qu'on ne parle pas de comment on se sent en termes de son humeur, hein, jusqu'à un certain point. Alors, de ne pas parler de certaines choses, donc n'en parlant pas de ces choses, on n'adresse pas ces problèmes. Et donc, tous ces éléments de style de vie qui peuvent déclencher les troubles neurocognitifs impactent les femmes et rendu au point où la mère, la femme ou la sœur est diagnostiquée, ça va impacter toute la famille, tout le foyer. Et donc, l'impact pour nous dans la communauté noire est encore plus sévère. Et en allant dans des maisons de soins, de voir les gens qui ont été diagnostiqués, les troubles neurocognitifs sont pires, sont plus extrêmes, sont plus avancés dans leur maladie. En termes de soins, les soins deviennent plus urgents pour eux. Alors, ce qui me surprend, c'est le processus de diagnostic, la corrélation hein, de la santé en général des femmes, comme Dr. Premji a dit, quand on devient mère, et même avant cela, moi-même en tant que maman avec une fille, pardon, j'avais commencé à penser à, à troubles neurocognitifs pour ma fille. Et là, je pris l'expérience avec ma mère pour m'assurer que ce qui s'est passé avec ma mère et avec moi, qu'est-ce que je peux faire pour ma fille et d'autres femmes. D'avoir pris donc cette expérience vécue, on a parlé du docteur qui a fait la relation entre la ménopause et la santé mentale. Ma mère est entrée en ménopause à l'âge de 39 ans. Comment cela pourrait nous affecter, moi et ma fille? J'ai découvert beaucoup de choses de ma propre expérience. Mais je crois que de partager ceci aujourd'hui ouvrirait la porte à d'autres et ce serait un très bon départ pour nous toutes. Angelita, j'ai beaucoup à dire sur votre mère quant à son âge et son origine ethnique. Tout d'abord, quand on parle de chaleur, de bouffées de chaleur, plusieurs de femmes noires ont ces bouffées de chaleur les plus fortes et le plus longtemps. Et j'ai eu une clinique ménopausale en Alberta. J'avais deux femmes de race noire dans ma pratique. Sur une période de 6 ans, deux de ces femmes, en fait, sont entrées en ménopause plus tôt. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Pour des femmes qui passent par une ménopause entre l'âge de 35 ans et 55 ans en moyenne. Pour les femmes qui entrent en ménopause plus tôt, entre 40 et 45 ans, et une ménopause prémature sous l'âge de 40 ans, on appelle cela une insuffisance ovarienne. Et ces femmes entrées en ménopause prématurée en 38-39 ans, et donc, quelqu'un lui a suggéré d'aller à une clinique ménopausale pour les femmes qui sont prématurées en ménopause, qu'il y a une thérapie par hormone, par remplacement d'hormones du moment où elles sont diagnostiquées jusqu'à l'âge moyen, qui est 50-51 ans, pour la prévention de l'ostéoporose, de maladies empêcher la mortalité précoce, les troubles neurocognitifs et d'autres problèmes également. Alors, c'est comme pour votre mère, mais cette dame m'a expliqué qu'elle est entrée en ménopause tôt, mais elle n'a jamais pris une thérapie d'hormones. Elle refuse à commencer cette thérapie d'hormones en dépit des données probantes démontrant les enjeux. Alors, il y a un facteur culturel à tout cela.
Et je ne crois pas que les médecins en sont conscients. Les patients eux-mêmes n'en sont pas conscients. Toute personne qui entre en ménopause avant l'âge de 45 ans dit fantastique, plus de règles, hein? Hein, ça semble être positif, mais c'est un facteur à risque très significatif et ces femmes doivent aller chercher un spécialiste en ménopause, un endocrinologue, un médecin, n'importe, pour mitiger ces facteurs à risque. La thérapie par hormones n'est pas pour tout le monde, mais pour cette catégorie de femmes, si vous n'avez pas d'autres indications, certaines thérapies sont, ce genre de thérapie pourrait être indiqué. Oui, pour ajouter à cette discussion, nous savons de la recherche que avant hein, la ménopause naturelle, que les femmes qui pourraient se faire enlever les ovaires, peut-être à cause de cancer ou quoi, ont plus de risques d'avoir des troubles neurocognitifs précoces. Hein. Bon, on peut prendre des décisions parfois sans comprendre les enjeux à long terme euh, et les maladies que l'on pourrait avoir. Mais donc, il faut faire plus de recherches plus approfondies. Hein. Qu'est-ce qui garde votre cœur en santé? Qu'est-ce qui garde votre cerveau en santé? Mais vous voulez réduire vos risques le plus possible. Alors, merci beaucoup pour cette conversation. Passons à notre dernière question avant de prendre les questions du public. Que doivent faire les gouvernements et les autres autorités en ce qui concerne les femmes, la santé cérébrale, les troubles neurocognitifs au Canada? Lynn, à vous. Oh, ça, c'est un peu difficile vu la conversation que nous venons d'avoir, mais c'est dommage aujourd'hui. On demande encore plus de recherche et nous savons que pour être financés, les chercheurs doivent prendre en considération des études équilibrées entre les deux sexes, mais ce n'est pas toujours le cas. Les informations ne sont pas nécessairement rapportées et dans ce que j'ai entendu dans plusieurs fréquences sur les troubles neurocognitifs, que certains médicaments qui viennent d'être approuvés aux États-Unis, l'acunomab, il y a eu des différents résultats quant à se débarrasser de certaines toxines du cerveau, mais qui n'étaient efficaces que pour les femmes, pour les hommes, pardon, et non pas pour les femmes. Mais alors, cela n'est pas su, n'est pas connu, ce n'est pas répandue comme connaissance. Et c'est là qu'on doit s'assurer que la recherche examine l'impact sur les femmes et les hommes différemment. Il y a beaucoup de stigmatisme encore relié aux maladies, sur la ménopause, oui, mais sur les troubles neurocognitifs. Il y a bien des femmes qui se cachent aux toilettes quand elles ont ces bouffées de chaleur. Hein, dans le monde corporatif, par exemple, il y a une certaine honte hein, autour de tout cela. Et c'est très triste, ça. Alors, de passer outre ce stigmatisme, il y a une certaine amélioration déjà, à parler de santé mentale, mais pas de ces autres enjeux. Alors, oui, j'encouragerais plus de conversations ouvertes à ce sujet. Merci beaucoup, Lynn. Je suis tout à fait d'accord. La conversation, les discussions ouvertes sont importantes et doivent se produire plus souvent. Et je suis bien heureuse qu'on ait pu se réunir aujourd'hui pour offrir une plateforme pour faire exactement cela. Angelita, la question est à vous. Comme Lynn l'a dit, je crois que parmi les choses qui doivent se produire, c'est une recherche des programmes plus ciblés, spécifiquement basés sur les facteurs démographiques et sur les besoins des patients. Les médecins doivent avoir les bonnes ressources afin de pouvoir aider leurs patientes quand elles se tournent vers eux. Plus de financement pour la recherche est requis, surtout dans différentes communautés. Cela m'aurait aidé de façon significative si j'avais ces ressources disponibles dans mon cas du tout début. Je pense que même plus loin encore, comme Lynn l'a dit, et je suis sûr que ma mère serait d'accord que je partage là, mais ma mère est entrée en ménopause précoce à cause de cyste d'ovaire. Et comme le docteur Premji a dit, bon, chez moi, j'ai pu faire des changements de style de vie parce que je ne voulais pas avoir les mains.
hein, d'avoir les mêmes problèmes que ma mère, mais aussi ce qui est bon pour le corps, donc, est bon pour le cerveau. Alors, d'avoir ces conversations ouvertes et d'éliminer les tabous et les barrières qui empêchent ce genre de dialogue qui nous aiderait à changer notre style de vie, à effectuer les changements pour que l'on puisse diminuer ces statistiques et avoir des personnes qui seraient qui seraient prédisposées aux troubles neurocognitifs à être mieux équipées sur leur cheminement. Alors, je crois qu'il y a encore bien des choses à faire un peu partout. Merci, Angelina. Oui, et je pense que c'est un thème commun, c'est cette notion de contrôle que nous avons sur nos cheminements dans les facteurs de style de vie. Et je crois que c'est un élément d'autopuissance là que je voulais soulever, voilà, pour ceux qui sont à l'écoute aujourd'hui. Docteur Premji, avez-vous quelque chose à ajouter en termes de ce que vous pensez que le gouvernement et d'autres autorités pourraient faire à ce sujet? Eh bien, je suis sûr qu'à travers le pays, il y a un écart bien connu dans les soins de santé et la formation des médecins de famille. Je pense là d'un point de vue différent parce que c'est nous, en tant que médecins, essayons de gérer au quotidien. Quand il s'agit de rémunération pour le travail que nous offrons et de services que nous offrons dans les cliniques, finalement, nous avons un code de facturation que nous utilisons. Quand un patient vient nous voir pour peu importe, pour la raison, que ce soit pour un test, pour simplement pour une grossesse, pour des médicaments, nous avons un code de facturation. En Alberta, spécifiquement, nous avons un code de facturation pour un rendez-vous prénatal, un code pour un rendez-vous postpartum, pas de code de paiement pour des problèmes de milieu de vie. Alors, pourquoi est-il que les femmes n'ont pas l'opportunité d'avoir des conversations avec leur médecin sur toutes leurs inquiétudes de santé? Et ça, c'est un grand obstacle pour nous, parce qu'en tant que médecin, nous n'avons pas, ce n'est pas de dire que c'est une grande partie de notre conversation, mais nous avions un code de facturation. Hein. Donc, les médecins pourraient mieux s'éduquer peut-être, hein, savoir de quoi est-ce que je parle aux femmes qui sont en ménopause, préménopause ou et d'avoir un code généralisé un médecin pourrait dire, ah, bien, bon, vous venez me voir pour telle ou telle chose, mais qu'en est-il de votre ménopause, préménopause, hein? Des soins de femmes pour des femmes à partir d'une certaine étape de leur vie c'est très important. Alors, c'est là où je mettrai tous mes œufs. euh, et c'est ce que nous essayons de faire en tant que médecins. Mais nous avons encore du chemin à faire, mais c'est un domaine d'efficacité sur lequel nous essayons de nous concentrer présentement. Ben, merci beaucoup, Dr. Pranji. Certainement, ce sont de nouvelles informations pour moi. J'apprécie beaucoup que vous le partagez, de faire savoir qu'il y a ces grands écarts dans notre système de santé. Alors, ça, c'était les questions que nous avions planifiées. Merci de vos points de vue. C'était vraiment intéressant et une conversation qui était vraiment nécessaire. Mais nous allons continuer maintenant la période de questions et réponses de notre public. Alors, je vais choisir une question de la boîte questions-réponses, mais je veux rappeler à tout le monde que si vous posez une question à laquelle nous ne pouvons pas répondre en direct, eh bien, il ne reste que quelques minutes, mais parce que ce sera assez rapide comme période de questions-réponses. Mais euh, notre équipe vous répondra dans les jours à venir, simplement d'inclure votre nom et votre adresse courriel et on vous répondra. Alors, je vais tirer une question. La première, je demanderai au panel, c'est une question de Jacinta. C'est une information sur comment la ménopause, périménopause impacte. Oui, est-ce que je peux y répondre?
Oui, j'ai mentionné plus tôt dans notre discussion qu'il y a un document en ligne en forme de PDF de la Société de ménopause. Il y a des explications de ce que les femmes doivent savoir et aussi les modifications de style de vie qu'elles pourraient apporter pour gérer les inquiétudes. Alors, cette société a un document qui s'appelle Advice for Women, conseil pour femmes. C'est gratuit, c'est disponible en ligne. Bien, merci. Une question pour Angelita de Denis. On se demande quels indices que vous n'avez pas vus dans votre mère que vous aimeriez mieux comprendre? Bien, ce qu'on a appelé pendant bien longtemps de la fatigue, tout simplement. Ou quand elle répétait les histoires à plusieurs reprises, la même histoire, ou je l'appelais au téléphone et puis elle me racontait des histoires. Euh, et aussi, ça, perte de sens d'espace, hein. Elle a eu un petit incident en voiture, par choc à par choc. Mais simplement, quand on voulait dessiner, elle se retirait. Donc, il y avait certaines situations où elle n'était pas à l'aise, mais de le savoir aurait aidé. Hein. Alors que quand ma mère était un peu plus jeune, elle est explosée de filles, mais là, elle était devenue plus réservée, moins communicative. On a pris cela comme de la fatigue. Donc, des choses qu'elle portait avant, elle ne les portait plus. Elle se présentait différemment. Enfin, voilà, pour résumer, son comportement a commencé à changer, son implication a changé, sa façon de se présenter a changé. Ce sont des choses que nous avons vues, mais que nous avons attribuées à de la fatigue plutôt que d'aller plus profondément. Merci beaucoup d'avoir partagé cette expérience. Je crois que votre perspective est de grande valeur. Merci beaucoup de partager tout ce que vous avez partagé à travers ce panel. La prochaine question qu'on peut diriger à Lynn, je crois, parce que c'est relié à cette oui, c'est une question venant de Natacha. Elle se demandait si vous trouviez, et je m'excuse, j'essaye de déchiffrer. Essentiellement, la personne se demande, lorsque vous travaillez à déterminer, à établir de nouvelles connexions neuronales dans le cerveau, si c'est suffisant d'apprendre quelque chose pour lequel vous avez une passion. Et- mais qui ne fait pas. Oui, il s'agit beaucoup de nouveaux apprentissages, de petites choses, prendre un chemin différent pour se rendre au travail. Plus les nouveaux apprentissages sont complexes, mieux c'est pour le cerveau. Mais si vous allez faire de nouvelles choses, dans des domaines que vous aimez faire. Ben, si vous allez faire de la marche à pied, eh ben, allez-y parce que vous aurez plus tendance à les faire si vous aimez ce que vous faites. Mais la complexité aussi, ça sera important. Si vous pouvez joindre les deux, l'utile à l'agréable, plus complexe et quelque chose que vous aimez, ce serait là l'idéal. Merci beaucoup. Il y a une couple d'autres questions mais je crois que malheureusement, c'est tout le temps qu'il nous reste pour ce segment en particulier du panel. Toute question auxquelles nous n'aurions pas pu répondre aujourd'hui, eh bien, on y répondra par courriel si vous avez donné vos points de contact. Alors, je veux vraiment vous remercier à toutes et à tous pour vos questions et vos discussions intéressantes. Merci aux incroyables panélistes et aux téléspectateurs pour leur participation à la discussion aujourd'hui. Rejoignez-nous le 16 avril pour une conférence sur les peuples autochtones et les troubles neurocognitifs. Et vous, pour en savoir plus, eh bien cliquez sur le lien partagé dans le clavardage présentement.
Alors, l'enregistrement de cette séance sera affiché sur le canal YouTube de la Société Alzheimer du Canada dans les prochains jours. Surveillez l'arrivée d'un avis par courriel de la Société pour savoir quand il sera affiché. Des nouvelles de Dementia Talks Canada est également présentées dans le bulletin mensuel de Brain Canada, Brain News. Nous vous invitons à vous tenir au courant en vous inscrivant à la liste d'envoi de Brain News à l'aide du lien dans le chat. Tout commentaire sur cet événement ou toute question peut être envoyée à publication@alzheimer.ca. Merci beaucoup de votre participation aujourd'hui, pour votre expertise et pour votre participation. Merci de toute personne à travers le Canada et à l'international aujourd'hui. Merci d'avoir pris le temps dans votre journée certainement occupée pour partager à ce sujet important et d'avoir contribué à cette conversation. Merci énormément.